Ouais, en fait, c'était une description et c'était long comme du Balzac. Exactement. Ce qui est Voilà, tu es sûr, un Balzac qui s'ignore. moi j'avais une question parce qu'on va enchaîner sur notre revue de presse et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu aimes les voitures? Ah, je j'ai pas eu beaucoup de petites voitures quand j'étais môme, alors du coup, je sais pas si je serais Mais comme pigeon. adulte comme ça, tu vois, un peu en crise, est-ce que Mmh, tu as une Porsche cachée? non, j'ai une voiture qui date de 2000, mais une voiture essence, pas un diesel polluant, hein, c'est moins polluant. C'est polluant, mais c'est moins polluant Parce que et hier, donc il y a un média, donc Blast, qui nous a fait découvrir que Emmanuel Macron, donc en pleine crise, post-construction de Notre-Dame, on va l'appeler comme ça, veut s'acheter une voiture à 200 000 €, mais pas n'importe quelle voiture, une voiture anglaise, une Aston Martin. Donc, alors je veux pas dire de bêtises sur le donc c'est la DB9 GT, donc je vous la montrer cette voiture-là et moi je me dis: «Mais pourquoi Macron, le champion de la France, pourquoi il s'achète pas une voiture française?» Alors bon, OK, je parle pas d'une Peugeot, d'une, heu, d'une Renault ou d'une Citroën, hein. Je parle, par exemple, en plus c'est moins cher, il aurait pu s'acheter une Alpine. Regardez, pas mal quand même celle-là, pas dégueulasse. Il aurait pu s'acheter, bon, OK, c'est un peu plus de budget, mais vu qu'il est copain avec des milliardaires, une Bugatti. Bugatti, ah c'est la français, Bugatti, c'est bien la Bugatti, voilà. ça donne envie. Bon, c'est C'est un petit budget, mais c'est pas exactement. Mais quand bah, franchement, vu tous les copains milliardaires et tous les services qu'il a rendus aux bon, mais riches c'est français, donne ils le peuvent prix d'une bien lui payer Bugatti. une Bugatti quand même. C'est combien Et une surtout, je Bugatti? me C'est suis drôle. dit: «Est-ce que derrière cette symbolique, Eric, de ce président qui veut une Aston Martin, est-ce qu'il se prend pas pour James Bond, en fait, en vrai?» Eh ben, effectivement, Stinger t'a précédé, il a bien souligné que c'est le nouveau James Bond. Voilà, donc et il a pas tort. Non, mais Bugatti, pour le principe, dis combien ça coûte une Bugatti? Je sais plus, c'est, entre 2 et 6 millions d'euros quand même. Waouh! Un petit budget. Bon, ouais, ouais, mais pour 2 millions, tu plus rien maintenant. Écoute, mon fils hier m'a dit parce qu'il me disait, c'est pour comment on ferait parce qu'il veut s'acheter un manoir dans la forêt, tu vois? Avec une piscine, des jacuzzis et tout Il a bien et raison. et avec un Cybertruck et je lui ai dit: «Écoute, ça coûte cher quand même». Il m'a dit: «Bah, tu as qu'à demander à Elon Musk, il a 800 milliards. S'il te donne 1 milliard, il lui restera 999 Ah non, 799 milliards». Je lui ai il va dit: falloir en rediscuter voilà, je de lui ai ça. dit: «Je crois pas que ça marche comme ça». Il fait: «Ouais, mais pourquoi ils partagent pas?» Alors et là, je lui ai dû expliquer: «Tu comprends? En fait, s'il est milliardaire, c'est qu'il n'a jamais partagé» et mon fils était outré, il fait: «Beh, franchement, pour pourrait donner 1 milliard, ça ne changerait rien». Mmh. Bon, On dit mais toujours que pour être, très, très riche, il y a 3 façons de le faire. Soit on est très, 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 très radin, soit soit on le prend à quelqu'un et le dernier, je ne me rappelle plus, mais globalement, c'est quand même, soit on le prend à quelqu'un. Parce que d'une certaine façon, des f souvent ça peut pas marcher sans. Donc voilà, les gens, les pauvres, bah, si c'est parce que vous avez pas compris la règle du jeu, c'est tout. Non, moi non, je suis mais pas c'est riche. Ah, eh, puis après, non, il y avait une 3e option, c'était évidemment, il fallait hériter. oui, Donc, tu hérites un peu, que tu es très radin et que tu piques, de l'argent à quelqu'un, au fisc éventuellement ou à tes clients ou à tes salariés, bah, évidemment, tu vas être très, 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 très riche. Généralement, la combinaison des 3, c'est la combinaison gagnante. c'est pas mal les Bugatti, tu vois? Mais en plus, on va dire président de la France, il pourrait quand même valoriser notre industrie. Heu, Macron, alors je déteste Macron, mais Macron qui roule en Alpine, c'est plus classe que Macron qui roule en comment ça s'appelle? En Aston Martin. Ça fait vraiment, mec qui se prend pour un super héros, quoi. Mmh. C'est après, voilà. Alors certains font la remarque que Brigitte n'est pas Ursula, Andress.
Je ne sais pas. Peut-être à la Ah! fin de sa vie si, ou pas. Ah, ça s'en rapproche quand même, faut pas faut voilà, franchement, hein. Mais bon, oui, alors fait effectivement, bah, alors après par contre, ça aurait été bien de justement Elon Musk, ton fils qui te parle d'Elon Musk, c'est quand même dingue, parce que Elon Musk, il est peut-être moins riche depuis pas longtemps. Ah oui, bah, justement, tout à fait. Alors tu as fait la bonne transition. Alors, il y a pas mal de, alors, de polémiques. Alors déjà, entre les fusées, biberonnées à l'argent public qui explosent en plein ciel et c'est pas la première fois, donc au moins Ariane n'a pas explosé et Tesla là qui donc s'écrase, en bourse. Alors il faut savoir que toute la bourse américaine a beaucoup souffert. Souffert parce que s'il y a une constante, dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat n'aime pas l'instabilité et donc les mesures de Trump, en particulier les déclarations de Trump qui ont dit: «Bah, peut-être qu'il y aura des temps de réajustement et que peut-être que ça allait aller moins bien», ça a fait paniquer la bourse, heu, aux États-Unis et l'entreprise de Musk a pris un moins 15%. Alors, 15, c'est ça vous paraît pas beaucoup? Ça fait quand même 130 milliards de capitalisation boursière. Pouf, envolé comme ça. Donc Ouais, c'est enfin, c'est c'est même pas pas le rien, but hein. de faire, Moi, hein, j'aimerais bien, même juste 0,1, c'est 130 milliards. Je serais déjà content. Peut-être toi aussi Eric, non? ouais, mais oui, mais en fait, il faut relativiser, c'est même pas l'endettement de la France. Donc bon, il y a de la marge. Non, non, après, c'est justement, je voulais faire toucher du doigt le drame que c'est pour ces ultra riches, parce que c'est le cas. C'est qu'en fait, leur fortune, c'est quand même très fragile. Oui, c'est de la Parce que souvent la capitalisation. fortune est évaluée en fonction de la capitalisation. Donc un retournement boursier et crac d'ultra riches, ils deviennent juste méga riches. Non, Et non, c'est le déclassement. tout à fait. C'est pour ça que c'est important, de le préciser, c'est qu'on a les classements Forbes, les classements Fortune et cetera, sont Mmh. souvent sur une évaluation, assez fantaisiste de la réalité et on se rend compte que le cash flow disponible réel est souvent beaucoup plus faible. Alors, concrètement, on va pas les pleurer, mais ils ont pour certains, ils ont que 100 ou 200 millions sur leur compte, alors qu'ils ont des fortunes à, plusieurs, centaines de milliards. Parce que c'est cette différence-là et ce distinguo qui est important de faire et que voilà, il y a pas de, heu, sur la capitalisation. Ce qui est plus intéressant vis-à-vis de Musk, c'est que Musk cumule en fait, là, ces temps-ci, en rentrant au Doge et en promettant un choc de, on va dire, de travail environ à tour de bras. Il fait beaucoup de bêtises et beaucoup de bêtises qui coûtent un fric fou. Alors je vais vous en citer une. Alors il faut savoir qu'il y a une crise sérieuse, heu, aux États-Unis, qui est donc, la crise aviaire, heu, avec la grippe aviaire et donc qui était gérée par, alors je ne veux pas dire de bêtises, je vais vous partager l'article. Donc cette crise, donc qui fait qu'à l'heure actuelle, la Turquie envoie énormément d'œufs aux États-Unis, donc il y a la grippe aviaire, outre-Atlantique et donc cette crise était, gérée par le ministère américain de l'agriculture, donc USDA Logique, logique. et le problème, c'est qu'avec Musk et avec Doge, alors il faut savoir que, comment Musk détermine qui il faut licencier ou pas, ils ont créé une IA qui va chercher en fonction des mots-clés si, la personne, elle fait un boulot intéressant. Sauf que, en fait, comme elle va faire des mots-clés, parfois, quelqu'un qui va bosser sur un truc, mais qui va utiliser les mêmes termes, genre, diversité, par exemple, diversité de l'offre et ben, on va croire qu'il travaille sur la diversité et il s'est viré et donc il s'avère qu'ils ont viré quasiment tout le monde qui, bossait sur cette crise
et donc qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas la première fois, il y a eu le même problème avec les contrôleurs aériens. Ils sont en train de rechercher en courant les anciens salariés pour les rappeler et pour les réembaucher. Donc tout ça, à mon avis, doit coûter un bon gros chèque de compensation parce qu'on est aux États-Unis et ça m'étonnerait que les mecs qui ont été virés comme des merdes reviennent sans rien. Donc ils sont en position de force et là, tu te dis: «C'est quand même spécial». Et d'ailleurs, on le voit, hein, c'est je sais plus dans quel département, il y a eu on va dire une réunion apparemment devant les télévisions où il y a eu un choc frontal entre Musk et je crois Marc Rubio ou je sais plus. Il a mis en cause qu'il y avait, certains ministères qui ne licenciaient pas et en fait, il a été envoyé dans ses corps. Il a dit: «Mais on peut pas licencier ces gens, en fait». Parce que, Musk, il a dit: «Allez, moins 20% chez tout le monde, peu Oui, importe». on était parti sur les contrôleurs aériens notamment, donc Oui, tout à fait. avec quelques petits soucis, quand même de sécurité, derrière, donc c'est très risqué ce genre de choses parce que le premier accident, d'avion, un avion qui se crache ou une grosse bourde et là, d'un seul coup, tout s'effondre et là, c'est ça l'effet d'annonce, qui était censé être positif devient un effet, contre-productif. Et c'est peut-être le paramètre que Musk n'a pas saisi parce qu'il est sur la c'est le problème un petit peu de toute décision politique. Tu prends une décision, bah, tu vises un but, tu prends une mesure pour ça, mais tu as pas calculé les effets induits. Quand tu calcules pas les effets induits, bah, des fois, tu peux te retrouver, avec des effets, tout à fait contre-productifs, c'est-à-dire que tu as avec un résultat inverse de celui que tu souhaitais. Alors, un des ou éventuellement, bon, tu peux prendre des décisions en disant: «Bon, ben, voilà, on va créer un nouveau truc, une nouvelle interdiction» et cetera. Mais qui contrôle le respect de l'interdiction? Quand tu instaures une nouvelle taxe, par exemple, qui fait l'assiette? Qui fait le recouvrement? Enfin, par exemple, hein, c'est des choses comme ça. Donc, on peut monter des systèmes, en théorie, passionnants, mais globalement, à un moment donné, il faut qu'on soit un peu dans l'art opérationnel, comme diraient, les militaires russes. Non, tout à fait. Alors, il pâtit si tout le monde sait que l'IA n'est qu'un support. Idem en France, telle banque déclare décédé et coupe les comptes un client vivant avec, le logiciel de reconnaissance des formes de la Mmh. Poste. Effectivement, l'IA aujourd'hui, ça ne reste on va dire qu'une aide, mais ça doit pas être un outil qui décide. C'est une aide décisionnelle, c'est-à-dire que l'IA vous donne des pistes, mais aussi peut dire des conneries. Oui, c'est très S souvent. effectivement, ça peut être très utile quand on est en manque d'inspiration, d'idées. On va demander à un ChatGPT, un DeepSeek: «Voilà, je cherche un nom pour ça, fais-moi des propositions» et à partir de ces propositions, on va développer quelque chose. Maintenant, si on dit: «Choisis-moi un truc», il y a beaucoup de chances pour qu'il se trompe et c'est là où c'est dangereux et le problème aussi, de Musk. Alors pour info, parce que, en temps réel, Musk dit, parce que justement il y a des gros problèmes depuis hier sur, la plateforme X. Il a une bonne série quand même. Exactement. Et donc maintenant, il accuse, il dit donc c'est des que ça il a la preuve que c'est des hackers, ukrainiens. Ukrainien. Donc maintenant, c'est plus la faute des Nord-Coréens, c'est plus la faute des comment ça Les s'appelle? Des Russes. Russes, c'est la faute des Ukrainiens. Alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, on dirait qu'il n'a pas appris du cas Boeing. Le cas Boeing est emblématique. Boeing décide, pour des restrictions de coûts, de virer ses ingénieurs et de sous-traiter. Comme c'est le capitalisme, le sous-traitant sous-traite un autre sous-traitant, qui sous-traite un autre sous-traitant, qui finit par embaucher des stagiaires en Inde, qui ont jamais fait de l'aérien et on se retrouve avec des Boeing 737 qui, depuis des années, sont blindés de problèmes parce qu'on avait, un système, intégré avec toutes les cœurs de compétences et on a décidé de tout sous-traiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Face à la crise, Boeing a dû rechercher les anciens ingénieurs qu'ils avaient virés
leur proposer des gros chèques parce que ils avaient l'expérience. Parce que réembaucher des jeunes qui devaient réacquérir l'expérience, c'était trop long. Et donc ils ont commis une erreur stratégique monstrueuse pour économiser quelques sous. Et ben, on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire que on peut se dire: «Tiens», typiquement, c'est souvent le cas avec les salariés d'astreinte. On se dit: «Il y a 14 mecs d'astreinte, par exemple, sur une centrale nucléaire pour surveiller. Il y a jamais eu un incident». Un mec dit: «Bah, allez, on va passer à 6 et à 3». Sauf que le jour où il y a un incident, ben, en fait, chaque mec était là en attente, avait besoin d'être posé et cetera. Bah, le jour où il y a un accident, bah, ce sera la merde. Et c'est toujours la même chose. C'est même chose avec l'entretien des rails. On se souvient, c'était, l'accident de Brétigny. Avant, cha tous les rails étaient changés, tous les X temps, Mmh. peu importe que le rail soit abîmé ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des mecs qui ont dit: «Ah ouais, mais ça coûte trop cher, regardez ce rail, il peut encore tenir». Donc on est commencé à passer à un truc où on inspecte les rails et on ne change plus que ceux qui sont abîmés, même si le rail a dépassé largement sa durée de vie. En sachant que pour ceux qui ont fait un peu de résistance des matériaux, il y a plein on va dire, quand on fait des inspections, il peut y avoir des micro-fissures, il peut y avoir plein de problèmes qui ne sont pas forcément visibles sans, diagnostic complexe. C'est pour ça que dans le système, on dit: «Bah, il faut changer tous les temps». Eh ben, on le fait plus et on se retrouve avec des transformateurs qui pètent à répétition, des rails qui explosent, des ponts qui tombent. Pourquoi? Parce qu'on attend en gros que la fissure soit énorme ou que le rail, il bouge dans tous les sens avant de le changer. Et Idem pour les tractions et cetera. oui, oui, tout à fait. Et donc c'est, voilà, Adrien qui dit: «Maintenant il manque un quart de boulon, donc on roule moins vite». Mais c'est ça, Mmh. c'est-à-dire qu'on est dans l'absurdité et ça me fait penser, à une vidéo que j'ai vue, il y a 2 jours sur justement, heu, dans les bidonvilles, en particulier au Brésil, pourquoi, c'est que des maisons en briques et qui mettent pas d'enduit. Et en fait, la personne explique il y a d'autres méthodes de construction, mais qui, le matériau coûte un peu plus cher. Sauf que comme tu as pas besoin de mettre d'enduit sur ce matériel-là, à la fin, ta facture est bien moins chère, mais que les gens voient le premier coût et plutôt que de penser à l'intégralité du coût de la maison. Et donc au final, finissent par faire des mauvais choix parce qu'ils ne voient que le gain financier immédiat et pas le gain, sur tout le projet. Bah, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on est, dans un système où on ne sait plus, entretenir parce qu'on veut juste gratter des bouts de ficelle. Mais c'est, et moi ça m'avait impressionné en fait, par exemple sur les pneus des bus. Les pneus des bus avant ils étaient changés mécaniquement. Maintenant, on se dit: «Bon, Michelin dit que c'est 80 000 kilomètres, on a vu qu'on pouvait faire 150 000». Et quand tu as un bus qui a un pneu qui explose, on dit: «Ah, OK, mais ça a explosé à 95, on pensait que ça faisait 120». Mais le truc, il est recommandé pour 80. Ouais. Oui, non, puis après, il y a un effet induit, mais c'est de gest c'est, les dingos de tableur Excel se disent et puis se disent: «Ouais, mais en fait, les stocks de pièces de rechange et cetera, ça immobilise du fric qu'on ferait mieux de placer pendant ce temps-là. Mmh. Donc ça coûte cher et comme ça coûte cher, il faut s'approcher du zéro stock. Sauf que quand tu t'approches du zéro stock, le zéro délai pour la réparation, il va être compliqué et c'est exactement ça. C'est-à-dire au lieu de gagner de l'argent, mais d'une manière, raisonnable, tu te dis que tu vas en gagner plus et en fait, tu as fait un choix qui t'amène à perdre du temps, d'exploitation et donc des recettes. Et ça, c'est une constante à peu près, dans partout, quoi. C'est-à-dire, là, on me parlait récemment là dans un lycée, l'agent qui s'occupait de la maintenance et de l'entretien,
c'est un truc de fou. Il faut qu'ils fassent des documents, des demandes systématiques, ne serait-ce que pour un tournevis et il l'a 6 mois après. Non, Parce mais que, c'est bien. il y a quelqu'un qui tient, les cordons de la bourse et qui se dit: «Oh là là, si je pouvais sortir l'argent plus tard, ça serait bien pour la présentation, du budget» et cetera. Il y a plein de trucs comme ça et donc effectivement là, c'est alors ça touche, pas spécifiquement que les entreprises privées, hein. Les entreprises publiques fonctionnent exactement de la même manière. Il y a le fétichisme du tableur Excel. Non, mais justement, tu vois, par exemple, un des trucs, on se faisait la réflexion, avec Georges, il y a pas longtemps, puisqu'on passait en métro et tu vas, par exemple à Moscou, dans tous les endroits où il y a des escalators, des tapis roulants, tu as quelqu'un dans une petite grille qui se charge de l'entretien. Ce Mmh, qui fait que tu en as pas un seul qui déconne. Tu vois à Paris, alors qu'on est parmi les pionniers du tapis roulant, historiquement, hein, c'est-à-dire que ça a plus, ça remonte au 19e siècle quand même notre expérience sur les tapis roulants et ben, il y a par exemple à Montparnasse, quasiment tous les tapis sont tout le temps pétés. Les escalators, tu dis: «C'est pas possible» et quand tu vois effectivement, les gens galèrent à réparer les ascenseurs, c'est parce que tout ça, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas su entretenir et donc on ne fait que du curatif ouais, et comme on fait que du curatif, bah, effectivement, on tire sur la corde. Tu parles du zéro stock, il y a un nombre incalculable de cas. Il y a eu un tunnel dans Paris qui est resté, je crois, 3 mois fermé parce que la pièce du transformateur pour réparer le système de parce qu'un camion avait tapé, je crois, dans le système d'aération. La pièce, il fallait la commander je ne sais pas où et en fait, comme il y a plus de stock, il fallait qu'elle soit fabriquée. Alors, ça mettait un temps incroyable. En plus, heu, une règle élémentaire voulait qu'on faisait aussi des stocks de ce qui n'était plus fabriqué, ouais, au cas où ça casse pour pas avoir à changer. On gardait un peu de stock. Et ben, on ouais, n'a plus ça. Donc clairement, il y a plein de trucs qui cassent, on ne peut même plus les réparer, donc on est obligé de changer pour autre chose avec tous les le logique des coûts induits, parce que souvent c'est plus compatible, ça n'a pas été pensé pour et cetera. oui. Oui et puis il manque à gagner, tout bêtement, hein. Mais c'est vrai, Adrien, il soulève, le côté délirant, l'idée des taux d'occupation de 100 dans les hôpitaux. Du coup, bah, effectivement, il a raison. Tu ne peux pas, du coup, tu peux pas faire face à un truc imprévu. Un accident qui implique beaucoup de monde et cetera, qu'on amène et cetera, c'est fini, tu peux plus le avec quelques blessés graves, bah, c'est fini, tu peux pas absorber. Tout Mmh. bêtement, hein, alors pour les services publics, c'est quand même beaucoup plus grave Mmh. dans la mesure où, bah, effectivement, là, il s'agit de répondre à des besoins qui sont souvent essentiels. Bon, alors là, les questions, bon, on en a pas les transports, la santé et cetera et donc, bah, du coup, on n'a pas les moyens de faire face et c'est typiquement, bah, le truc classique de zéro stock, l'exemple peut-être classique de zéro stock, c'est l'histoire des masques pendant la pandémie. C'est ce que j'allais dire. Mais tu sais que c'est pire, parce que c'est justement pour économiser des sous, on a vidé les hangars qui les stockaient et on a tout brûlé. Oui, tout à fait. Parce qu'en se Oui, disant, en fait, ça coûtait trop cher. Il y a quelqu'un qui a fait un calcul qui a dit: «Bah, ça coûte tant de racheter, ça coûte tant de louer le hangar». oui, c'est ça. Sauf qu'il a pas réfléchi que justement, bah, si on avait besoin de ce hangar qui était un truc en cas de catastrophe, beh, c'est que les masques, ils seraient difficiles à trouver Mmh, et en fait, oui, non, c'est vraiment une logique, assez impressionnante. Il suffit, pour ceux qui vont de temps en temps dans les magasins, vous arrivez, dans un magasin, vous voyez un vêtement qui vous plaît, ça sert même plus à rien de demander au vendeur: «Est-ce qu'il vous en reste un en stock à la bonne taille?» Il n'existe pas. Il veut dire, tout le stock est là. Il y a pas de stock en fait, il y a plus de réserve dans les magasins. Donc non plus. il ne Avec faut plus stocker. le système de Zara, par exemple, c'était effectivement de reproduire et refabriquer très, très, très vite et de changer les gammes très, très vite. Par exemple, ils tournaient là-dessus. Bon, alors c'était la fast fashion, hein, évidemment, mais c'était un système où ils ont très peu de stock, c'est fini, ils lancent un nouveau truc et c'est reparti et cetera. C'est toujours comme ça. Alors là, c'est un cas vraiment, vraiment extrême, mais globalement,
bon, ça, globalement, ça devient un peu problématique. Ah Surtout beh, les trucs essentiels, c'est-à-dire si c'est pour des fringues, bon, au pire, bah, tu pas pu t'acheter ton truc, bah, c'est pas grave. Il te reste des fringues dans le placard, c'est pas la mort. On peut pas faire le coup du «j'ai rien à me mettre» tout le temps, quoi. Heu, oui, le fast fashion, mais tu sais que justement on parlait de ça, il y avait eu l'absurdité, qui moi m'avait rendu dingue puisque j'habite juste à côté, mais c'était parce que à quel point c'était tellement débile. La gare Montparnasse, quand il y a eu les méga pannes, la gare Montparnasse est reliée par un réseau, donc avec un contrat, est reliée à un réseau sécurisé d'électricité sur 3 points différents. Donc dans le cas où l'un des points lâche, les 2 autres points peuvent prendre le relais. Dans le cas où 2 points lâchent, ce qui permet d'alimenter la gare. Et ben, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que pour économiser, ils avaient branché les 3 points sur la même station relais électrique, qui fait qu'il y a quelques années quand elle a brûlé, mais il y a plus d'électricité. Et là, tu dis: «Mais c'est comme si», pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, les serveurs, souvent, ils ont 2 alimentations ouais, ou même parfois 3. Si tu le branches sur la même multiprise, ça sert strictement à rien. Justement, le but, c'est de brancher sur des réseaux électriques indépendants, ce qui fait que tu en as toujours une qui marche. C'est le principe de la redondance. Heu, la redondance, c'est souvent, par exemple, dans du matériel, alors maintenant, c'est quasiment plus pratiqué et c'était que, en informatique ou à la télé et cetera, tu as tout ton système, il est répliqué plusieurs fois. C'est-à-dire que même si ça sert à rien, par exemple, sur ton plateau, tu as des caméras identiques, qui sont configurées pareil, qui au cas où, si tu as un truc qui lâche, tu peux reprendre. Aujourd'hui, on n'a plus ça et quand ça marche pas, bah, c'est la catastrophe parce qu'il n'y a plus de marge, parce que quelqu'un a dit: «Ça coûtait trop cher». Or, est-ce que alors on n'a jamais vraiment fait le bilan, est-ce que les économies générées, par ça sont, supérieures aux emmerdes que ça crée pour la population? Peut-être, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Parce que généralement, c'est comme un appart, quand on a un dégât des eaux, si on laisse traîner le dégât des eaux, ça coûte beaucoup plus cher que si on le répare tout de suite. Donc, tout à fait. j'ai beaucoup de mal à croire, que ça, on va dire, que ce soit rentable, mais effectivement, ça permet à quelqu'un de dire sur son Excel: «Regardez, j'ai fait moins 10. Ouais. Ça me rappelle une histoire que ma femme, m'avait racontée. Donc elle travaille pour une mairie et donc elle dirige une structure, pour cette mairie et on leur demande au moment de la crise, je sais plus, donc il fallait faire un effort et donc on leur demande de couper sur toutes les lignes budgétaires, je crois 15 ou 20. Et à un moment, elle écrit, elle dit: «Écoutez, déjà on n'a pas assez de papier toilette, vous me demandez de couper». Donc ils étaient tout le temps, les trucs vides, les gens s'en plaignaient. Je fais: «Je veux bien couper 20, mais dans ces cas, il y aura plus de papier toilette du tout, Ouais, puisqu'il mais en il y aura manque». des virgules. Tout à fait et d'autres trucs, on va dire comme ça, où elle disait: «Mais en fait, si ça je coupe», par exemple, il fallait tu vois, sur la dépense d'électricité, bah, elle fait: «Il y aura des pièces dans le noir ou pas chauffées» et donc à un moment, voilà, c'est tu dis, Bon, alors évidemment, Pedro, tu te fais vanner, hein. Adrien, il te dit: «Vas-y Colombo, raconte-nous». Le problème, c'est qu'Adrien, il a pas l'impair qui va avec, donc il a pas la bagnole qui va avec. C'est ouais, embêtant. tout à fait, non mais une Il Peugeot, peut hein, il peut pas le faire complet. Ce tout serait à une fait. autre fois. Prochaine fois, Pedro, faut qu'il pense et Non le mais ce qui chien est aussi. sûr, c'est que non mais c'est absurde ces situations-là. En fait, qu'il y ait des dépenses et qui soient du n'importe quoi dans toutes les administrations, c'est clair. Que ces dépenses soient mal gérées, hem, il y a bien le journal pour se torcher le cul, Pedro. Heu, oui, alors il y a pas que Le Monde, il y en a d'autres. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que voilà, tu te retrouves avec une logique où on te demande d'économiser des trucs qui sont pas économisables. Donc oui, oui, non, mais j'ai bien compris comme disait ma femme, hem, tout à fait. Non, mais j'ai été très fan de Columbo pendant très, très longtemps. C'est sympa, tu vois? Ouais. Heu, Non, ce qui était encore une rigolo petite chose. ce qui était Voilà, rigolo chez Colombo, c'est qu'il prenait les principes du polar chinois.
C'est-à-dire tu connais l'assassin depuis le début et après tu assistes au match entre l'enquêteur et l'assassin. C'est Mmh, vraiment une technique, très spécifique et ce qui a fait le succès de Columbo aussi d'ailleurs. tout à fait. Alors, on va parler d'un autre sujet qui lui est plus embêtant. On parle justement, parce que comme l'État essaye d'économiser sur tout, l'État aussi fait des conneries parce que bon, alors, à part, interdire les cigarettes électroniques et deux trois mesurettes, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent. Mais il y a une polémique donc sur la TVA des entrepreneurs. Ouais, Donc il faut savoir, juste pour que vous compreniez, une entreprise classique collecte la TVA, donc elle vous facture la TVA, qu'elle rétrocède à l'État, minus la TVA qu'elle a dépensée, donc quand elle achète des biens et des services. Donc en fait, ouais, on fait, ce qu'on appelle une déclaration de TVA. On prend tout ce qu'on a dépensé, tout ce qu'on a encaissé. Il y a un solde. Parfois, ce solde est positif et donc l'État vous rembourse de l'argent. Parfois, ce solde est négatif et c'est vous qui payez la TVA. tout à fait. Or, comme, ils cherchent à gratter partout, ils veulent que les auto-entrepreneurs qui justement ne peuvent On pas comprend tout, récupérer la TVA, parce que c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne payaient pas la TVA à l'État, mais ils ne la récupéraient pas non plus. Bah, on leur demande justement, maintenant, il faut on va baisser les seuils pour qu'ils collectent la TVA. Alors il faut comprendre que, dit comme ça, on peut se dire: «Bah, c'est normal, tout le monde le fait, pourquoi ils ne le font pas?» Le problème de cette logique-là, c'est que ça nécessite d'avoir une comptabilité, de garder toutes les factures, du moins un niveau de gestion de l'auto-entrepreneuriat que les auto-entrepreneurs n'ont pas. Ouais et oui, Parce j'ai que vu justement, le d'ailleurs, principe d'être auto-entrepreneur, c'est de pas avoir les lourdeurs ouais. de l'administration d'une société classique. Ouais, j'ai vu des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs notamment, pas capables de relire, de relire le procès-verbal que tu viens de rédiger, sur un point et cetera. Il te dit: «Bah, je préfère que tu me le lises, hein». Bah, tout bêtement parce que les gars sont analphabètes. Il y en a et c'est be et plus qu'on ne pense. Mmh. Donc on a des gens qui bossent des fois dur ou bien, mais qui peuvent pas faire ce genre de choses. Le problème, c'est que les auto-entrepreneurs, c'est très peu de chiffre d'affaires. C'est des montants, qui sont pas énormes. Donc au-delà, tu passes à un régime réel normal. Donc en fait, Oui et ça souvent va être du surcroît de travail pour aussi, les impôts. Parce que mine de rien, heu, s'il y a collecte, il y a récupération. Donc s'il y a ouais, récupération, il y a contrôle. S'il y a contrôle, il va mais falloir un auto-entrepreneur peut te contrôler, hein. oui, Il oui, faut le tout à savoir. fait. Mais là, je parle sur la récupération de la TVA pure. Tu vois ce que je veux dire? Pas Mmh, sur le reste de l'activité. Déjà sur la TVA. C'est-à-dire que ça va créer, plein de demandes de décaissement sur des petits montants. Heu, un équilibre parce que l'auto-entrepreneur aussi, un des principes, c'est qu'il ne soit pas forcément en activité toute l'année, mais que c'est une activité secondaire ou partielle. Donc ça va faire des mois où il va devoir payer beaucoup de TVA et le mois d'après où il va récupérer un paquet de TVA. Donc avec déjà ça éventuellement, potentiellement remboursement. Alors normalement, il faut 3 mois d'affilée quand même, minimum. oui, Alors oui, mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs systèmes. Avant que prendre le 1 il y a plusieurs systèmes sur la TVA. C'est-à-dire tu as le système réel normal, tu payes tous les mois. Donc tous les mois, tu déposes une déclaration avec ta TVA collectée du mois et ta TVA déductible du mois. Mais il y a le système du réel simplifié, du coup, qui fait qu'en fait, tu payes des acomptes 3 fois par an, 4 fois par an, pardon, et qu'en fait, après, tu fais ce qu'on appelle une déclaration CA12, qui indique le montant effectivement dû sur toute l'année et éventuellement, bah, l'État soit te rembourse parce que tu l'as trop versé, soit il te réclame le solde. Bon, en fait, c'est le problème d'un système où on se dit: «On va économiser sur les dépenses de l'État», dans la mesure où on va mettre des gens collecteurs. On va prendre des tiers collecteurs. On va leur créer une obligation d'être collecteur et de reversement. Donc, alors ce qui fait aussi une grosse probabilité de fraude, c'est-à-dire la TVA. Alors j'ai pas les chiffres du dernier contrôle fiscal,
j'ai du contrôle fiscal, mais globalement, c'est souvent l'essentiel le plus gros des rappels, hein. Mais Oui, ce il qui y a va des cas connus de fraude à la TVA et il y a de l'ingénierie très complexe avec ah de oui, oui, l'import-export et ah cetera, ça c'est les carrousels, oui, oui, c'est les ouais, carrousels. en intra-européen où, les gens avec la même marchandise, Ouais, bref, ils s'envoient des facturations dans tous les coins et cetera, oui, oui, effectivement. exactement. Mais il faut savoir un truc. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. Alors apparemment, c'était l'esprit voulu à la base, mais comme en France, il y a l'esprit de la chose et la réalisation, c'est il serait très simple pour l'État, dans le cas des auto-entrepreneurs et même, j'irais plus loin, des EI, des professions libérales, plutôt que d'emmerder les gens avec des déclarations à faire tous les mois, tous les 3 mois, de faire un système étatique de prélèvement à la source. C'est-à-dire comme l'Espagne, au Brésil ou un truc comme ça, j'émets ma facture, 1 000 €, l'État me prend 135 € sur les 1 000 €, c'est réglé, j'ai aucune déclaration à faire. Un pourcentage fixe sur mon activité. Comme ça, il y a de l'activité, on me prend de l'argent, il y a pas d'activité, on me prend pas d'argent. Tout le Ce monde serait système content. existe, hein, Mmh? ce système existe. En France? Non, pas en France. Non, mais c'est ce que je dis. Pourquoi on n'a pas ça? Il y aurait beaucoup moins de problèmes, pour collecter, concrètement, puisque ça passerait tout passerait, donc à part des f de la facturation au black, ça passerait par le système. Il y aurait beaucoup moins de contrôles à effectuer. Et l'argent, serait mieux collecté et ce serait beaucoup plus équitable. Celui qui a pas d'activité ne payerait pas, des et n'aurait pas à payer pour faire des déclarations à néant. Parce que ça, c'est le truc qui m'a toujours rendu fou, c'était parfois de payer mon comptable sur certaines déclarations pour qu'il m'envoie tous les 3 mois une déclaration à néant. Et ça, tu vois, Ouais. tu dis: «Mais pourquoi? Pourquoi je paye 4 000 € par an pour qu'un mec, il fasse une déclaration où il barre tout et il fait néant?» Ouais, il faut aussi une déclaration de résultat, c'est ça qui est le plus lourd en fait, hein, c'est Mais je sais, mais parce tu qu'on peut comprends? se retrouver ça dépend quand même, hein, il y a des entreprises où en gros la déclaration de TVA est faite par le dirigeant, enfin ou par le secrétaire, voilà et la compta par contre, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué parce que derrière effectivement derrière il y a pas mal de travaux de révision qu'on peut pas faire directement. Donc voilà. Mais pour signaler un truc, hein, il y a pas que la TVA qui est collectée par des tiers, il y a le prélèvement à la source. Oui, tout Sur à votre fait. feuille de paye, quand on vous, quand il y a la ligne prélèvement à la source, c'est en gros, votre employeur qui, re prélève, une partie prévisionnelle et est censé le reverser. Alors le problème, c'est l'entreprise, comment dire? L'entreprise éphémère, les mecs se montent pour tourner pendant 5 6 mois et puis, donc ils font des fiches de paye aux salariés, ils prélèvent le truc, mais à la sortie, ben, ils ont rien reversé, ni la TVA, ni le prélèvement à la source et puis après ils se barrent dans la nature. J'en ai vu quelques-uns comme ça. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que pour moi, l'intérêt de ce prélèvement à la source sur la facturation, en plus, ce serait simple. Ça permettrait en plus, de on va dire, ce serait simple à mettre en place. Ça déchargerait quand même d'énormément de tâches administratives stupides parce que, les entreprises, justement sur la question de la déclaration de TVA, parce que alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de déclaration de TVA, mais alors je crois que le truc le plus infernal, c'était les notes de frais des restos, où à un moment tu avais de la TVA à Ah, 20 et la TVA à 5,5 et tu fais: «Mais pourquoi?» OK, tu comprends que et sur la boisson et donc c'est pas juste tu envoies mais ça, c'est le lobby des restaurateurs, hein, oui, mais c'était pas juste tu envoies ton truc à ton comptable. Il fallait calculer que là, il y avait de la TVA, là, il y avait pas de TVA. Là, c'est la TVA 5,5, là, c'est la T et parfois, le mec, il te faisait un truc papier où il mettait juste le montant et là, tu avais juste envie de mourir, quoi. Tu vois? C'est et bref, tout ça pour dire ouais. qu'on pourrait Alors simplifier tout de manière très simple. oui, alors après par contre, moi je vois un petit peu le chat. En fait, en gros, comment on collecterait les amendes parce qu'on s'est trompé d'adressement. Alors ne vous faites pas d'illusions, le système existe en Espagne, par exemple. Donc vous recevez un virement bancaire, il y a un prélèvement, qui se fait dessus, que vous soyez salarié ou entrepreneur d'ailleurs.
Ça n'empêche pas qu'il faut du contrôle, qu'il y a des gens qui font du contrôle et que alors je vous le signale, aussi, pas pour information, parce que j'avais discuté avec un syndicaliste, qui travaillait en Catalogne et qui avait, notamment fait tomber, comment dire? Jordi Pujol, le représentant, des indépendantistes, qui était un héritier d'une grande famille bancaire ayant fait fortune sous Franco. Hem, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Espagne, le fisc a accès directement, peut consulter en temps réel votre compte bancaire. Je vous laisse méditer ça, ce qui n'est pas le cas en France. Ouais, non, mais comment tu veux frauder le fisc Donc si c'est souvent, avant d'y aller, c'est un sport national en France? ils savent qu'ils vont t'allumer. Ils ont déjà fait les rapprochements, les calculs, avant de débarquer chez les gens. Tu veux C'est dire que c'est comme ça que c'était quoi? C'était Lionel Messi qui s'était fait prendre la main dans le sac, il y en a d'autres Oui, comme oui, ça? oui, non, mais voilà, c'est ça. En fait, après évidemment, s'il y a des gros montants qui bougent, et qu'il y a un décalage avec, ce qui est collecté, l'ordinateur dit: «Bah, tiens, bip, bip, il y a un problème» et en avant, du coup, ça attire l'attention et après le contrôle est engagé. Non, mais ce qui est sûr, c'est que tout ça est absurde. On le voit bien, hein, c'est comme moi, j'ai jamais compris, heu, la carte vitale est un outil merveilleux, mais on a été incapable toutes ces années de mettre un dossier anonymisé dans la carte vitale. Ce qui serait Oui. très simple techniquement. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans votre carte vitale, vous pourriez avoir un dossier qui n'est pas copiable, mais consultable sur la carte elle-même. Donc ce qui permet de pas qui transiterait pas sur les réseaux, il serait stocké sur la carte et que quand vous allez chez le médecin, il ait tout de suite l'historique de toutes vos consultations, les machins, les rapports, et c'est facile à faire techniquement. Eh ben non. Alors, bien sûr, il faudrait des cartes un peu plus évoluées parce que les puces actuelles ne permettent pas de stocker autant de données, mais c'est faisable. C'est Mmh. faisable et c'est imaginez, vous arrivez, vous avez un AVC. Les pompiers vous retrouvent dans la rue. Mais s'il y a toute votre historique, voilà, là, il a eu une prescription pour tel médicament anticoagulant, tout est su. Ce serait mais une efficacité telle, vous n'êtes pas obligé à chaque fois moi, c'est un truc qui me rend fou. À chaque fois que je vais chez le médecin, à chaque fois que je vais aux urgences, on me demande à quoi je suis allergique et Mmh. tu dis: «Mais putain, pourquoi c'est pas marqué, c'est sur cette putain de carte vitale, quoi?» Tu vois? À quoi tu es allergique? Et alors justement, Fred Krug, les données, si tu fais un système bien fait, c'est des données qui sont qui peuvent être écrites sur la carte, mais pas copiables et donc elles ne sont stockées que sur ta carte. Elles ne sont pas stockées dans un système centralisé. C'est comme, voilà, ce serait très simple. On ne sait pas faire. Même chose, on a, alors c'est assez cocasse. Il y a combien de services d'authentification numérique là sur, quand tu veux te connecter aux administrations? Tu peux te connecter par Amélie, par les impôts, par machin. Bon, Mais pourquoi pas alors maintenant ils font, l'identité numérique. Alors l'autre jour justement, dans le cadre de Fréquence Populaire, j'ai dû m'inscrire à l'identité numérique plus parce que alors tu as la version, low cost et la version premium et en fait même ça marche pas bien. C'est-à-dire qu'en fait tu peux pas tout authentifier, tu peux pas tout et au final on fait tout ça et ça empêche pas le fichage, ça empêche pas, plein de choses, et c'est vrai que voilà, il y a plein de trucs qui seraient simples. Par exemple, la mutuelle qui serait directement, on va dire, via une mise à jour de votre carte vitale, qui soit déjà dans la carte vitale, pour pas que vous sortiez le petit papier avec votre carte de mutuelle. Ça n'a aucun sens, en fait. On est en 2025, on doit se trimballer avec un petit papier qui, quand tu vas chez le pharmacien, qui scanne dans un scanner, tu vois ce que je veux dire? Il scanne ta petite carte de mutuelle là, maintenant c'est fini ça. Ça, bon, pour moi, c'est même plus ça, hein, c'est plus le cas. ils le font plus toi encore? Bon, chez moi, non, on passe sur un truc, numérique, que je suis d'ailleurs bien en peine de me rappeler où je l'ai mis. Mais bon, Oui, c'est bah, c'est pas mais non, mais je veux dire, il y a pas de système, simple en fait ouais. et donc moi, c'est un truc qui m'a toujours créé l'incompréhension. J'ai été à un moment
quand j'étais au Brésil, je travaillais avec beaucoup d'entrepreneurs en 2000. En 2000, il y a 24 ans, et ben, en 2000 ans, il y a 24 ans, l'État était déjà capable de faire ça en prélèvement à la source et ça posait aucun problème. Non, Jean-Pierre Leroux, il s'agit pas de poser des puces, mais, je suis désolé, à un moment, on se trimballait avec un méga carnet de santé. Moi, j'ai perdu mon carnet de santé. Les enfants, ils ont un carnet de santé. Heu, Franchement, à chaque fois que tu vas chez le pédiatre, tu dois te ramener une espèce de bible. Ce serait tellement plus simple, en fait. Tiens, ah, en plus, il met la carte: «Ah, vous êtes en retard sur tel vaccin». Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis incapable de savoir quels sont mes vaccins à jour ou pas, parce que j'ai perdu ce carnet de santé que j'ai eu à ma naissance, du moins que mes parents ont eu à ma naissance. Exactement. C'est, c'est ce que dit Fred Krug. Il s'agit pas de dire: «Eh, lui, en fait, il va consulter parce qu'il» au moins, des choses très, très, très simples. C'est-à-dire juste les antécédents, les les allergies, c'est quand Ouais, même important. Ne serait-ce que voilà, on t'identifie, ça évite que tu crèves d'un choc anaphylactique parce qu'on t'a donné le mauvais traitement quand tu es arrivé à l'hôpital. Aussi bête que ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des allergies. Donc c'est vrai que c'est incompréhensible. On vit dans un système où on n'arrête pas de nous parler de socle de simplification et il y a plein de pays qui le font. Pas, il y a, je crois c'est le Luxembourg, si je ne vais pas dire de bêtises, ou les pays baltes, où par exemple, refaire faire ta carte d'identité, c'est fait en 1 heure dans la journée si tu l'as perdue. ouh là, Non, c'est mais parce qu'ils ont complètement tout, le registre, tu vois? Ils ont les machines dans les préfectures. Ils le font et c'est pas moins sécurisé que nous, en fait. Mais ils ont pas besoin de remplir, tu vois, 12 formulaires et cetera. Parce que nous, on adore aussi, on adore les CERFA. Je crois que le CERFA est une institution nationale. tout à C'est fait. ça, on adore faire des formulaires avec des notices incompréhensibles. On dirait que je pense que je ne sais pas qui écrit Elles les sont CERFA. pas incompréhensibles, elles sont des fois très longues, elles sont des fois compréhensibles, mais très longues à lire. Oui, mais je Si tu pense as pas qu'il allé devait y jusqu'au avoir un bout, tu truc. comprends pas. Je pense qu'il y a quelqu'un un jour qu'on a mis au placard. On a dit: «Toi, tu vas t'occuper des CERFA» et que cette personne, il devait avoir la haine, tu vois? Il devait être misanthrope, je sais pas et il s'est dit: «Ah, vous m'avez mis dans ce bureau-là, beh, je vais vous faire chier avec mes formulaires» et j'ai décidé de faire des formulaires, genre avec des appellations que tu ne trouves dans aucun autre si tu veux dans la vie courante, mais qui veut dire un truc et donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire simple et d'ailleurs, on rigole, vous parlez du fichage et tout. Regardez, maintenant dans tous les téléphones modernes, il y a si je ne me trompe pas, alors bien sûr, ça marche plus. Mince, il m'identifie pas comme moi parce que moi je troll les trucs, mais il y a, des applications de santé qui permettent de savoir, vos donc si un téléphone, comment ça s'appelle? Il dit, le sommeil, attention, je sais pas si on voit. Le sommeil, le bazar, qu'est-ce que vous avez marché et cetera. Ouais, tout à fait. Donc c'est possible à faire et alors on pourrait dire, bah, que si, pourquoi pas le f laisser les gens, volontaires le faire et ceux qui ont pas envie d'être fichés, bah, ils le font pas, et Oui, voilà. mais bon, si on veut pas être fiché, alors je vous le dis, clairement parce que je m'en suis rendu compte, hein. Si on veut pas être fiché, il faut surtout pas avoir de carte bleue et surtout pas de téléphone portable et De surtout Passe pas de Navigo. même d'ordinateur ni de passe Navigo. Parce que pour une enquête de police, c'est relativement bien maintenant. Tu bientôt, par exemple, je vois à Toulouse, bientôt on pourra plus, circuler avec les tickets papier. Donc en gros, avec la carte, avec le compte d'une personne, on peut savoir s'il a bien effectivement pris le métro tel jour à telle heure et s'il était bien à l'endroit où il disait se déplacer. Une carte bleue, c'est très intéressant pour savoir, par exemple, enfin, je me rappelle, en cas de contrôle fiscal, c'est intéressant de savoir
que le monsieur, il était allé, en Espagne à telle date, à telle date, à telle date et que du coup, bah, il pouvait pas être, au travail, sur un chantier, à la même date. Par Alors, exemple, voilà. Il y a des tas en fait, c'est un moyen de flicage phénoménal. Parce que mmh, quand si on veut le dépioter, on connaît la vie des gens. On sait s'ils sont abonnés Netflix, on sait s'ils aiment bouffer des sushis, on sait énormément de choses. Bon, alors après, on n'en fait pas la plupart du temps, on en fait pas grand-chose et on s'en fout. Mais globalement, si on veut être sur un système ou chercher dans les poux, sur la tête à quelqu'un, on trouve. Faut pas avoir de compte sur les réseaux sociaux non plus, hein. non, mais tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous racontez que vous êtes allé faire un voyage d'études, ou chercher des clients ou faire un truc comme ça à l'île Maurice et qu'on a sur votre compte Facebook, toutes les photos, où vous grillez la couenne, sur une plage, ben, ça c'est compliqué après à expliquer que la dépense était valide et puis quand ça passe en commission, derrière, en commission d'appel, et ben, globalement, même les représentants des contribuables, ils disent qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc voilà, Alors Régis Leca dit: «Mon espace santé regroupe tout ça». Alors, le hasard fait que ce matin, j'ai reçu: «Activez votre espace santé» et je l'ai pas fait parce que je me suis dit que c'était du phishing. Donc heu, donc j'ai vu un truc, comment ça s'appelle? Un mail justement, attends, voilà, j'ai vu ça là, ce matin. Alors bien sûr ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Un instant. oui, Fred Krug a raison quand il dit qu'en fait, le téléphone portable borne aussi. Donc en fait, si on veut savoir ce que font les gens, c'est très, très, très facile. Si on veut Voilà. reconstituer leur vie, c'est très facile. J'ai vu ce truc-là et je me suis dit: «Mmh j'active mon espace santé, ça sent mauvais». Parce que ça ressemble exactement à tous les mails d'arnaque qu'il y a eu. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc Bah, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ou pas déjà? Ça peut être une indication. S'il y a une faute d'orthographe, c'est pas bon. C'est du phishing. bah, ça renvoie quand même vraiment vers l'application, Mon espace santé. Et le truc Alors c'est, est-ce que cet espace santé-là est interconnecté quand tu vas voir, le comment ça s'appelle? Le médecin? alors a Parce que moi, attention, c'est ça qui m'intéresse, en fait. globalement quand même, il faut se méfier des mails d'administration ou de services de ce type-là qui envoient sur un lien. Tout à fait, non mais c'est pour ça que Généralement, ils j'ai pas n'envoient pas de activé. lien, ils disent: «Allez sur votre truc» et puis, et cetera, et cetera. Non mais c'est exactement pour ça que concrètement j'ai pas activé. Là, Heu, Pedro, il te dit que tu es parano. Mais non, non, tu es pas parano. Moi, j'en reçois des demandes, des trucs délirants, hein. ah Hier, oui, j'ai vu tout à autre fait. chose cette Moi nuit. mon fils, alors l'adresse URL, oui, oui, non mais de toute façon je vérifie toujours, mais j'avais pas, Mmh. ça semble être quand même le truc officiel, mais c'est juste que comme ils n'ont pas prévenu qu'ils envoyaient des mails, bah, moi, de base, ce genre de truc, j'estime que c'est du phishing. Mais donc c'est bien monespacesanté.fr. Mais c'est sûr que c'est typiquement une campagne qui maintenant va être détournée et donc les parce que moi je crois que justement, j'ai eu le cas pour mon fils où lui il a Ouais. reçu un mail pour activer, il fallait payer. Oui, alors là, il y a un problème. Oui, non mais je sais, oui, mais c'était vachement bien fait, tu vois? Et surtout moi ce qui m'a choqué et j'ai fait remonter à son établissement scolaire, c'est que c'est une adresse mail qu'on a créée, qu'il n'y a que son collège qui a. Et donc tu te demandes comment cette adresse mail a fuité, puisqu'elle est utilisée nulle part à part au collège. Même lui, il la connaît pas, donc il a pas pu la passer et donc tu sens, le truc, les bases de données de l'éducation nationale, ça doit être, comme, les femmes de petite vertu, dans certains pays, au tourisme sexuel si tu veux, ça doit être ouvert aux 4 vents. Parce que c'est pas possible, tu vois? C'est souvent dur de savoir d'où ça vient, mais là, je suis Oui. convaincu, en plus, ils avaient des données perso et c'est ça qui m'a C'est ce que choqué. dit Ils avaient c'est ce son que dit adresse. Adrien, hein. Il dit, «Mon appli empêche de le faire, mais le mailing avec un template du service public, c'est assez facile». Effectivement, oui. Bon, bah, C'est Régis Leca me dit que je suis mauvaise langue puisque ça existe. Bah, alors
Oui, mais alors c'est pas sur ta carte vitale, c'est quand même en ligne et ça, par contre, ça me choque. Moi, ce C'est-à-dire que tu je rentres veux, la c'est un carte dossier, au que justement, qui soit pas en ligne parce qu'en ligne veut ouais, mais dire tu rentres la carte vitale dans le lecteur et le lecteur te connecte au serveur. mais justement, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux que ce soit Mais stocké dans les les le services de oui, mais il faudra bien qu'ils aient un lecteur, la carte vitale, ça se lit pas tout oui, seul. mais justement, ça devient comme un lecteur de carte mémoire. Tu stockes l'information dans la carte vitale. Donc si tu as pas ta carte vitale, bah, tant pis, c'est perdu, les données, tu dois reconstituer. Mais comme ça, en fait, tu peux anonymiser le truc, même s'il était copié, on peut pas faire le lien avec la personne. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que moi, j'ai réfléchi à cette question-là en termes de confidentialité et de sécurité et justement, comment tu pouvais faire en sorte c'est un peu comme, en fait, c'est le même principe que le vote électronique. Tu peux faire des systèmes où, justement pour, où la personne a un code unique que seule elle connaît et tu peux imaginer pour aller assez loin, dans le système, que quand le médecin met la carte, tu tapes un code pour ouvrir l'accès. C'est et le la carte n'est autorisée en lecture que dès lors que toi tu valides, Ouais. cet accès Oui, la et donc consultation, oui, normal. ouais, comme si tu tapais ton code de carte bleue, tac, Mais tac, tac, je tape un ordinateur de bord dans un service de réanimation, dans un service type SAMU et cetera, ça peut exister. Les flics, ils l'ont déjà, pour vérifier les papiers, la validité des permis de conduire et tout ça. Donc c'est possible aussi sur d'équiper un véhicule, type, SAMU, secours et cetera. mmh. Alors je vois qu'Adrien parle de blockchain et sécure. Oui, ça pourrait être une solution sauf que ce serait beaucoup plus coûteux en énergie. Donc il faut beaucoup de puissance de calcul alors qu'en fait, juste une carte inscriptible avec un code de déverrouillage, c'est de la low tech, c'est de la vieille tech et voilà. Mais après, Jean-Pierre Leroux, ça pourrait être, une authentification biométrique. C'est-à-dire que ce soit par rapport à ton empreinte digitale et D'accord, alors, ce qui serait bien quand la personne est inconsciente ou incapable de parler. tout à Paf, fait. tu mets le truc, il y a rien, mais voilà, l'intérêt, c'est de toute façon, il faut éviter les solutions centralisées. Parce que les données de santé, c'est une mine d'or pour, ceux qui font de la surveillance et cetera et je vois que notre invité est arrivé, j'avais pas fait gaffe, que Fadi est arrivé. Donc Fadi du PRCF, avec lequel on va discuter et donc je crois qu'on avait épuisé tous nos sujets.